Maintenant, je vais inviter Mathieu Mainville du groupe du professeur Mario Leclerc à faire sa présentation. Je vais te laisser la scène. Ouais. Est-ce que tout le monde va bien, on m'entend? Oui, parfait. Merci Charles-Émile d'avoir introduit la DFT avant moi. Là. Ça me sauve un petit moment. Euh, oui, donc je vais vous parler de mon projet qui parle de la conception de petites molécules puis conjuguées pour des applications en cellules photovoltaïques organiques, qui est un projet qui a été fait sous la direction du professeur Mario Leclerc et la co-direction du professeur Paul Johnson. Donc, je vais prendre un pointeur. Voilà. Donc, d'abord, les molécules pi-conjuguées peuvent être en fait des semi-conducteurs organiques. Donc, lorsqu'il y a suffisamment d'alternance de liaisons simples et de liaisons doubles dans une molécule pi-conjuguée, il y a hybridation des orbitales pi jusqu'à avoir un quasi-continuum d'énergie qu'on appelle bande de valence et bande de conduction, qui sont séparées par une largeur de bande interdite. Cette largeur de bande interdite-là va définir un peu les propriétés du matériau. Donc, s'il s'agit d'un isolant, d'un semi-conducteur ou d'un conducteur lorsqu'il y a chevauchement de ces bandes. Ces semi-conducteurs organiques-là peuvent être des polymères pi-conjugués, comme des polyaromatiques, comme le polythiaphène. Il y a également des polymères pi-conjugués un peu plus complexes, avec des unités plus riches en électrons, plus pauvres en électrons, ce qui permet de moduler les propriétés électroniques, les propriétés optiques de ces matériaux-là. Et plus récemment, on parle aussi de petites molécules pi-conjuguées, qui sont en fait quand même des larges molécules qui sont assez complexes. Ces molécules-là, ces semi-conducteurs organiques-là, peuvent être utilisés dans un vaste domaine qui s'appelle l'électronique organique. L'électronique organique, on peut parler de différents types de dispositifs, comme des transistors organiques à effet de champ, des cellules photovoltaïques, des diodes électroluminescentes, pardon. Ces dispositifs-là ont tous l'avantage d'être légers, flexibles, et les matériaux actifs peuvent être mis en solution dans des solvants usuels, puis imprimés par des méthodes d'impression comme la méthode par rouleau, comme on voit ici. Mon projet va porter principalement justement sur ce type de dispositif-là, les cellules photovoltaïques. Donc, dans la couche active d'une cellule photovoltaïque, il y a deux types de matériaux, deux types de semi-conducteurs. Il y a un semi-conducteur de type P, qui est bien souvent un polymère pi-conjugué, et il y a également un semi-conducteur de type N, qui, en général, est soit un dérivé du fullerène ou la petite molécule pi-conjuguée que je discutais précédemment. Bien sûr, il existe des polymères de type N ou bien des petites molécules de type P, mais c'est ce mélange qui est en général le plus performant. Donc, ces matériaux peuvent être compris ensemble dans une jonction hétérogène, qu'on appelle aussi la couche active de notre dispositif photovoltaïque, qui peut permettre d'avoir des efficacités de conversion de puissance allant jusqu'à 18% pour des cellules solaires, par exemple. Comment ça marche? En fait, dans cette jonction hétérogène, on a dit qu'il y avait les deux types de semi-conducteurs. Donc, notre semi-conducteur de type P et de type N, qui ont des énergies des orbitales HOMO et LUMO distinctes. Donc, également, la largeur de bande interdite de ces matériaux-là va influencer l'énergie du photon qu'elle va absorber. Donc, la couleur un peu de notre matériau, les couleurs qu'il absorbe. Donc, lorsqu'on a un photon qui vient former un exciton dans notre matériau, celui-ci peut être diffusé sur une distance d'environ 20 nanomètres. Puis, si l'orbital LUMO de notre matériau de type N se situe environ au-dessus de 0,1 à 0,3 électronvolts, ça dépend des types de matériaux, il peut y avoir une stabilisation de cet exciton-là pour former notre matériau de type P chargé positivement, puis notre matériau de type N chargé négativement. Par la suite, il peut y avoir collection des charges pour former notre courant photoinduit. Donc, ça, c'est le principe de base d'une cellule photovoltaïque. Également, il est important de mentionner aussi qu'on peut déterminer le voltage théorique un peu de notre matériau en fonction de la différence d'énergie entre l'énergie de l'orbital LUMO de notre matériau de type N et l'énergie de l'orbital HOMO de notre matériau de type P. Donc, tout ça pour dire que l'énergie des orbitales ainsi que les largeurs de bande interdite sont particulièrement importantes pour faire la conception de cellules photovoltaïques performantes. Il existe différents types de cellules photovoltaïques d'ailleurs. Donc, on peut parler de cellules solaires, ce qui est le plus standard. Donc, dans ce cas-ci, on cherche à absorber le spectre, l'énergie du spectre solaire, donc la ligne en rouge ici. Donc, entre 400 et 1000 nanomètres environ. Ça dépend aussi de d'autres facteurs théoriques. On peut parler également de photodétecteurs organiques qui utilisent le même principe photovoltaïque,
Sauf que dans ce cas-ci, on va principalement vouloir absorber la lumière du proche infrarouge pour des applications dans le biomédical. Et plus récemment, on parle également de photovoltaïque intérieur, où dans ce cas-ci, c'est plutôt la lumière en provenance d'illumination artificielle, comme les LED, par exemple, qu'on va vouloir absorber dans notre dispositif. Donc, la lumière entre 400 et 700 nanomètres. Donc, tout ça pour dire qu'il nous faut des méthodes pour être capable de moduler nos matériaux, de prédire les propriétés optiques de nos matériaux pour être capable de faire la conception de semi-conducteurs qui absorbent dans la bonne région pour le dispositif voulu. Donc, pour faire ça, c'est utile d'utiliser des outils théoriques. Donc, le but du projet est d'élaborer ou de faire la conception d'un outil théorique pour être capable de prédire de façon précise les niveaux électroniques de nouveaux matériaux de type N, des petites molécules dans ce cas-ci, donc surtout les niveaux d'énergie HOMO et LUMO, ainsi que les largeurs de bande interdite ou bien l'absorption maximale, la longueur d'onde d'absorption maximale de ces matériaux-là. Par la suite, une fois ce modèle théorique-là établi, l'objectif est de faire la conception de nouveaux matériaux justement en se basant sur les calculs, donc en choisissant les meilleurs candidats, puis de valider notre modèle théorique avec ces nouveaux matériaux. Donc, pour établir mon modèle, je me suis basé sur 14 petites molécules de type N bien connues dans la littérature. Donc, ici, on voit les 4 grandes familles et toutes leurs différentes modifications en tout. Donc, il y en a 14. Ces 14 molécules-là sont parmi les plus efficaces en cellules photovoltaïques organiques. Elles comportent toutes un cycle fusionné au cœur. Elles ont toutes des architectures assez similaires qui respectent les règles justement d'architecture pour ce type de dispositif. Et plus principalement, elles sont commercialement disponibles, ce qui a permis la viabilité de cette étude-là. Donc, la première étape a été de caractériser en profondeur ces 14 matériaux, soit par spectroscopie visible, où on a pu avoir une indication de leur énergie de largeur de bande interdite, ainsi que l'énergie de leur longueur d'onde d'absorption maximale. Ensuite, il a également été possible de faire de la voltammétrie cyclique pour aller chercher, pour venir oxyder, justement, avoir un potentiel d'oxydation et le potentiel de réduction de chaque matériau, et qu'on est capable d'aller relier à l'énergie des orbitales HOMO et l'énergie des orbitales LUMO. Et ça, on a fait ça parce qu'on ne peut pas nécessairement se fier seulement aux données en provenance de la littérature. Parce que comme on le voit ici sur le premier graphique, j'ai comparé mes données expérimentales que j'ai obtenues par rapport aux données rapportées dans la littérature. Et on voit qu'il y a quand même une certaine différence, une certaine variance entre l'énergie des orbitales HOMO que j'ai mesurée par rapport à ce qui est rapporté dans la littérature et également pour les énergies des orbitales LUMO. Donc, le fait d'avoir caractérisé chaque matériau augmente de beaucoup la précision de cette étude-là. Si on regarde seulement la spectroscopie UV visible, on voit que l'erreur est beaucoup plus petite, ce qui veut dire que les données optiques de la littérature sont très comparables entre elles ou entre mes mesures que j'ai mesurées moi-même. Puis ensuite, j'ai fait différents calculs computationnels pour modéliser chacune de ces molécules-là avec différentes méthodes. Donc, il y a eu beaucoup d'optimisation là-dessus. Je ne passe pas sur toutes les méthodes d'optimisation, mais ici, je présente un peu comment chaque molécule a été optimisée puis comment les énergies sont calculées. Donc, d'abord, il faut faire une stabilisation de l'énergie ou de la géométrie. Il faut optimiser l'état fondamental. Donc, avec différentes méthodes, la théorie de la fonction de densité que Charles-Émile a bien expliqué par avant, ainsi que la théorie de Hartree-Fock, j'ai pu optimiser les géométries. Puis, pour m'assurer qu'il s'agit d'un état fondamental, bien là, il faut regarder si on a une fréquence infrarouge ou une fréquence imaginaire. Dans ce cas-ci, s'il y a la fréquence imaginaire, on a un état de transition, mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est un état fondamental. Donc, si on a une fréquence imaginaire, on a un état de transition, donc il faut réeffectuer notre optimisation de géométrie. Sinon, si on a un état fondamental, bien dans ce cas-ci, on va pouvoir faire un calcul d'énergie, puis comparer avec les résultats expérimentaux. Sauf que par contre, il va y avoir une grande divergence entre le résultat brut obtenu par le calcul, puis le résultat expérimental. La façon la plus fiable de faire cette étude-là, c'est de faire une courbe d'étalonnage, puis d'ensuite comparer cette courbe-là avec les résultats expérimentaux. Donc, voici les courbes d'étalonnage avec ici ces différentes fonctionnelles, la théorie de Hartree-Fock. Ce n'est pas important de noter toutes les différentes méthodes, seulement pour mentionner que j'ai obtenu
des différentes corrélations, différents coefficients de corrélation pour chaque méthode. Ici, j'en ai indiqué quelques-uns sans toutes les indiquer. Et ces résultats-là, ils ont été obtenus après plusieurs optimisations de calcul que je ne mentionne pas nécessairement dans la présentation. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que si on ne regarde pas la courbe d'étalonnage, donc sans le fit, si on veut, on peut avoir une grande divergence entre les données HOMO, LUMO et les longueurs d'onde d'absorption maximale, entre les données expérimentaux et les données théoriques. Donc ici, c'est l'erreur moyenne, si on veut, par rapport du données expérimental aux données théoriques. Donc, il peut y avoir des grandes différences. Par contre, si on applique la courbe d'étalonnage avec les meilleurs coefficients de corrélation, on peut se retrouver avec des erreurs allant moyenne absolue, allant de 0,04 électronvolts pour les niveaux d'énergie HOMO et LUMO jusqu'à 0,02 électronvolts pour les longueurs d'onde d'absorption maximale. Ça, ce que ça veut dire, c'est que chaque donnée se situe en moyenne à, par exemple ici, 0,02 électronvolts. Et avec ces courbes d'étalonnage-là, j'ai pu aller tracer différentes équations que je me suis servi pour faire la conception de nouveaux matériaux. Donc, en me servant de ces équations-là que j'ai tracées avec les courbes d'étalonnage, j'ai fait la conception de nouveaux matériaux. Donc, on voit ici les différents blocs de construction que je me suis servi pour faire la conception de 5 nouveaux matériaux de type N, donc des petites molécules, qui se basent sur une architecture qui est bien connue, donc avec un cœur d'une molécule qui est en général pauvre en électrons, un espaceur qui est un peu plus riche en électrons, puis des groupements terminaux plus pauvres en électrons, encore une fois. Et j'ai synthétisé ces 5 molécules-là. Donc, leurs structures sont assez similaires. Ce n'est pas nécessairement important de noter toutes les structures, seulement pour dire qu'ils ont toute une architecture qui ressemble aux molécules qui ont été placées dans les courbes d'étalonnage. Donc, ces molécules-là synthétisées, je les ai caractérisées de la même façon que précédemment. J'ai comparé les données expérimentaux aux données théoriques, entre parenthèses, puis je les ai placées également dans les courbes d'étalonnage pour venir valider ma méthode. Donc ici, on peut voir de façon plus visuelle que j'ai une erreur absolue moyenne de l'ordre de 0,09 électronvolts pour déterminer les niveaux d'énergie HOMO et LUMO et de 0,07 électronvolts pour déterminer les longueurs d'onde d'absorption maximale. Donc, je me situe à une erreur relativement similaire à ce que j'avais prédit plus tôt. Pour résumer, en fait, c'est que si je fais la conception de nouveaux matériaux, je peux avoir une erreur absolue de l'ordre de 0,1 électronvolts par rapport aux données théoriques, aux données expérimentaux. Donc, en conclusion, j'ai fait le design d'un nouveau modèle théorique pour déterminer les niveaux électroniques HOMO et LUMO et les longueurs d'onde d'absorption maximale avec des courbes d'étalonnage qui ont des erreurs absolues moyennes d'environ 0,05 électronvolts. Ensuite, en me servant de ce modèle théorique, j'ai fait la conception et la synthèse de 5 nouveaux matériaux puis conjugués. Puis, je les ai comparés à ma méthode théorique pour venir valider cette méthode-là. Et je me situe à une erreur de l'ordre de 0,1 électronvolts par rapport aux prédictions. Pour le futur, ce qu'il reste à faire pour notre projet, c'est surtout faire la fabrication de cellules photovoltaïques avec ces nouvelles molécules-là pour venir donner une application, si on veut, à ce modèle théorique. Donc, en terminant, j'aimerais bien sûr remercier mon directeur de recherche, mon co-directeur, également Daniel Fillon qui a effectué quelques calculs pour ce projet, mes collaborateurs, et également Brian Myers qui m'ont prêté plusieurs matériaux, en fait les 14 matériaux qui ont servi à la courbe d'étalonnage. Donc, le projet n'aurait pas pu avoir lieu sans eux. Et mon groupe, les organismes subventionnaires, et vous pour votre attention. Merci. Merci Mathieu pour cette présentation. On va tout de suite passer à la période de questions. On a le temps pour une question, en fait. On va prendre celle de Guillaume Bélanger-Chabot qui demande l'état excité pourrait en principe subir des distorsions. Comment les calculs TD traitent-ils ces distorsions et est-ce qu'elles représentent un problème en pratique? Peux-tu me répéter, s'il te plaît, la question, Samuel? Oui, l'état excité pourrait en principe subir des distorsions. Comment est-ce que les calculs TD traitent-ils ces distorsions et est-ce qu'elles représentent un problème en pratique? Je ne suis pas sûr que je pourrais répondre à cette question-là plus théorique.
En fait, j'ai vraiment comparé, quand je compare à mes résultats expérimentaux, c'est vraiment avec mes calculs TD. Tous les calculs de longueur d'onde d'absorption maximale ont été faits avec les calculs TD. J'imagine que Guillaume s'en doutait vu qu'il connaît, il m'a posé une bonne question là-dessus. Mais plus que les coefficients de corrélation sont vraiment bons, particulièrement pour le calcul avec les calculs TD, je suis pas sûr que ça affecte suffisamment le calcul pour dire que ça ferait une bonne divergence avec les calculs, les résultats expérimentaux. Mais du point de vue théorique, là, je ne voudrais pas me lancer là-dedans pour dire des faussetés. Donc, je vais m'en tenir à ça. Je suis désolé pour... je ne vais pas répondre plus que ça. Ah, c'est bon. Donc, je veux dire merci Mathieu pour cette présentation encore. Si vous êtes intéressé à poser d'autres questions à Mathieu sur son projet, je vous invite à le contacter plus directement.